Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir! Side to side! They bash into each other! The checkered flag is Salut tout le monde, out. super It's heureux out. de vous retrouver pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 195 et on va plonger ensemble dans le 12e Grand Prix de la saison. Et c'est le grand retour du Grand Prix de République Tchèque sur le circuit resurfacé de Brno. Et pour cet épisode, je suis très heureux de retrouver Oton et Stéphane. Salut les copains, comment ça va ? Salut, moi ça va super. Ça va très bien aussi. Salut à tous. Eh ben, pas de news à signaler pour cet épisode, donc on va passer directement à la Moto 3 dans le vif du sujet, avec une petite info pour commencer. Moodley qui est toujours forfait après sa chute au Mugello, blessé à divers endroits et notamment à un bras. Il est remplacé par le jeune Marco Morelli qui vient d'avoir 18 ans et donc participera à son premier Grand Prix dans cette catégorie. Il était remplacé par Abruzzo jusque-là, mais Abruzzo remplace Vicente Pérez dans la team MLAV. Bref, les chaises musicales en cascade. En qualif, passe en Q2 Piqueras, Uriarte et Morelli. Et en Q2, prend la pole Pini, Rueda est deuxième et Munoz complète la première ligne. David Munoz d'ailleurs, il sera pénalisé pour avoir roulé lentement sur la trajectoire et gêné en les mettant d'ailleurs en danger au passage. Yamanaka et Rueda, il doit partir dernier. En course, ça donne une victoire de Rueda avec presque 3 secondes et demie d'avance sur Quiles. Munoz complète le podium, suivi par Piqueras, Foggia 5e, Fernandez 6e, Almanza 7e et Perrone 8e. Au classement général, Rueda est toujours en tête avec 228 points. Un peu loin derrière, 85 points en deuxième place, on a Piqueras. Et puis complète le podium provisoire du championnat, Carpe sur la KTM avec 133 points. C'était pas la course la plus intéressante de la saison Moto 3, je sais pas ce que vous en avez pensé, en tout cas Rueda a encore une fois archi dominé cette course. Qui veut commencer à parler de cette course ? Automne peut-être ? Tu commences ? Écoute, c'était pas une course passionnante parce que Rueda s'est enfui en tête, mais il a quand même bien été aidé par Denis Foggia, et je pense que si la course elle a été aussi peu intéressante, c'est en grande partie à cause de Denis Foggia. Peut-être qu'on en parlera plus longtemps après, mais c'est bien, il retrouve des repères dans la catégorie, mais ça fait un peu comme la personne qui est toute contente de pouvoir se battre en tête enfin, et qui est toujours un peu à contre-temps. Tu vois, qui se dit « Ah, trop chouette, j'arrive à me battre contre mon coéquipier », sauf qu'en fait, c'est le moment où il fallait rouler et pas perdre de vue celui qui était en tête et rester dans le même... Ouais, je vois ce que tu veux dire, complètement. C'est pas faux. Mais en tout cas, lui, Rueda, c'est lui qui s'en sort, quoi. Il avait l'air même surpris quand il passait la ligne d'arrivée. Sa célébration, c'était « Mais qu'est-ce que vous avez foutu ? Vous êtes où, les gars ?» C'est clair. C'est clair. En même temps, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais 3 secondes, presque 3 secondes 5 d'avance sur le deuxième. C'est assez rare dans cette catégorie, et d'autant qu'après... Entre le deuxième, du coup, Quiles et le sixième, il n'y a même pas 4 dixièmes. Donc on voit bien que il a mis une pine, vraiment une pilée à tout le monde, quoi. Et derrière, c'était un peu plus serré, mais grosse domination encore de Rueda. Stéphane, t'as vu la course ? Qu'est-ce que t'en as pensé ? Je trouve que la course Moto 3 est un peu à l'image d'un peu toutes les courses du week-end, c'est-à-dire que c'était pas très passionnant, donc c'est sûr que Rueda, il part en tête, personne ne le rattrape. Alors, sur une saison, c'est vrai qu'il y a une ou deux courses comme ça de Moto 3, on sait pas pourquoi. Il y a quelqu'un qui part devant et qui arrive à creuser un écart. Bon, là, ça s'est joué à Brno. Non, moi, ce que je retiens, à part le calisol de Rueda, c'est Quiles qui finit second et qui grille la deuxième place à Munoz au drapeau à damier. Donc, je trouve qu'il a fait une super belle course, Quiles. Et il s'est pas laissé faire parce que Munoz il a donné un peu de fil à retordre sur les derniers virages et Quiles arrivait à bien le passer à la fin pour prendre la deuxième place. Et voilà, pour moi j'ai retenu surtout ça. Ouais, et tout ce petit monde se bat pour le podium final du championnat parce qu'ils sont assez serrés. On a là 7 points entre Carpe sur le podium provisoire et Quiles 4ème et 105 points pour Munoz. Donc et après 118 pour Kelso, mais le top 5 derrière Rueda, il se suit
Très il très se serré. suit vraiment de très près. Donc ouais, là c'est très serré. David Munoz du coup, lui il se rattrape bien parce que il avait fait un début de saison assez moyen globalement. Moi je trouve. Moyen. Il est top 5 au championnat provisoire. C'est pas ridicule, on est d'accord, mais peut-être par rapport aux attentes qu'on en avait, il est un peu en deçà. Là il se bat bien, il part encore une fois au fond de grille et puis il finit sur le podium au final. Il n'y a pas grand chose à dire à part que c'est une très belle course de sa part. Ouais, pour une fois, en fait, le problème, c'est que David Munoz, depuis qu'il est arrivé, il s'illustre, il fait des étincelles, mais pas trop dans le bon sens, quoi. Il est souvent trop optimiste ou beaucoup trop agressif. Il fait tomber des gens, il tombe avec. Il Là, fait des étincelles avec son bras oscillant, quoi. ouais, avec le, tu sais, l'échappement qui est sur le côté. C'est ça. Non, là, pour le coup, il s'est fait taper sur les doigts, mais je pense que ça mériterait une sanction plus grave que ça parce que il se fait tout le temps sanctionner quasiment à chaque Grand Prix. Et là, il finit sur le podium, donc peut-être que la prochaine fois qu'il fait quelque chose comme rouler lentement sur la trajectoire, il faudra penser à je sais pas, à l'interdire de rouler à la course suivante juste pour que vraiment il apprenne la leçon. À condition que ça soit prévu par le règlement, je suis pas sûr que ça le soit. Oui, c'est ça. Je le connais pas par cœur, mais... Mais bon, en tout cas, pour le coup, cette fois-ci, il a pas fait d'excès d'optimisme, il a fait une course propre, il s'est bien battu, c'était agressif quand même, mais pas au-delà de la limite. Et il fait une remontée incroyable parce qu'il part dernier et il finit 3e. Donc là, il a montré son beau visage, quoi. Puis ce circuit qui est avec une piste qui est très très large quand même, surtout. Alors déjà on le voit en GP quand on regarde la course MotoGP, mais en Moto 3 avec la taille des motos, c'est encore plus visuellement impressionnant. On a l'impression vraiment qu'ils peuvent mettre toute la grille en perpendiculaire sur toute la largeur du circuit. Ouais. Et là du coup c'était effectivement le bon circuit pour réussir à faire cette perf. C'est clair que ça a dû jouer pour lui, clairement. Ouais. Très bien. Foggia, tu t'en parlais un peu tout à l'heure automne, mais pour revenir un peu plus en détail sur lui, du coup, il retrouve du coup un peu ses marques, mais malheureusement ça s'est pas fini comme il l'espérait en tout cas. Bon, c'est top 5, c'est pas ridicule, surtout au vu du début de saison qu'il nous fait globalement. On espère que ça va se poursuivre pour la suite. Ouais, c'est dommage parce qu'il était aux avant-postes, et il a influencé la course, alors pas forcément dans le bon sens non plus parce qu'il s'est entêté à se bagarrer avec son coéquipier Maximo Quiles, alors qu'ils auraient dû rouler ensemble pour rester à l'aspui de Rueda et qu'il n'y ait pas un énorme écart qui se crée qui soit irrattrapable. En tout cas, il a quand même été aux avant-postes et influencé la course. Et malheureusement, il se fait un peu plumer dans les derniers tours. C'est ce qui me fait me dire aussi que il a montré ses cartes un peu trop tôt et qu'il se faisait une joie de revenir aux avant-postes, mais comme au Mugello. Ouais. Mais peut-être qu'il a perdu un peu la science de course et que ça va lui revenir, mais ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Stéphane, sur Foggia ? Tu crois que la science de la course va lui revenir ? Ça, je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que ce qui doit jouer en sa défaveur, c'est d'avoir un coéquipier comme Quiles, surtout. Donc je pense qu'il doit un peu trop vouloir en faire pour se montrer, et à trop en faire, il se grille. À signaler le nouvel espoir du sport moto italien, Guido Pini, qui finit en pole. Bon, il a pas transformé l'essai en course, malheureusement, mais il finit 10e, du coup. Belle course de sa part et surtout très belle qualif. À noter et à suivre, évidemment. On attend qu'un pilote fasse une pole pour le suivre. Mais... Et puis un petit mot aussi sur Nicolas Carraros, c'est le coéquipier de Riccardo Rossi chez Snipers. Là, pour le coup, il a fait une belle course et il était dans le top 10. À la fin, il a chuté, c'est dommage, mais en tout cas, c'est prometteur. Et puis, on parlait de Marco Morelli, l'Argentin, qui a fait sa toute première course et qui a déjà marqué les points de la 13e place. Donc c'est de bon augure. Et aussi, pour la petite anecdote, 2 Argentins dans les points. Je crois que c'était jamais arrivé. Déjà, il faut remonter jusqu'en 2006 pour avoir 2 pilotes argentins sur la grille. Et c'était en 250 avec le légendaire Sébastien Porto. Et puis un certain Fabricio Perenne, je sais même pas qui c'est, au Mugello. Eh ben, merci beaucoup. Passons du coup à la Moto 2, s'il vous plaît bien, avec... Du coup, en petite info importante avant de parler les qualifiés de la course, David Alonso et Arenas, ils sont de retour du coup après leurs énormes chutes
Aux Arsenring, Canet, lui, il sera en discussion pour remplacer Toprak dans la team officielle BMW en Superbike. Jake Dixon, lui, il sera pressenti au HRC en Superbike aussi. Morera, lui, il a une offre du HRC pour monter en MotoGP. Et puis, c'est le grand retour de Mattia Pasini. Et il devait aussi faire une wildcard aux Arsenring, mais en chutant pendant les tests à Borno, déjà, il s'était blessé dans le bas du dos, il a décidé de faire l'impasse. Il roule avec le soutien du team Fantic de Berry Baltus et Aaron Canet, et on le reverra à Spielberg en Autriche après la trêve estivale. En qualif, passe en Q2 Baltus, Arena et Olgado, et claque la pole de ce Grand Prix de Bordeaux en Moto 2, et ben Barry Baltus, Roberts est deuxième et Ramirez complète la première grille. En course, c'est Joe Roberts qui remporte cette course. Devant Barry Baltus, Gonzalez complète le podium, Olgado est au pied du podium, Vietti finit 5ème, Guevara 6, Ramirez 7 et Salach 8. Au classement général, ça donne Gonzalez en tête toujours avec 188 points, suivi par Aaron Canet avec 163 points, donc 25 points de retard sur Gonzalez, et Barry Baltus qui complète le podium provisoire avec 134 points. Derrière, ça se suit d'assez proche avec 128 points pour Morera, 119 pour Dixon, et Denis Onjou est 6ème au duc du championnat provisoire. Vous voulez commencer par parler de qui ? Je pense Barry Baltus, parce Allez, que vas-y. c'est quand même... il arrive encore deuxième, je crois que c'est la 5e fois de suite. Mais il a vraiment beaucoup progressé pour cette saison, il est très régulier et je pense que la victoire elle arrivera bientôt quoi. Il faut pas qu'il devienne le nouveau Canet de la catégorie. et aussi au championnat du coup il grimpe à la 3e place, il dépasse Moreira. Ouais, exactement. Et il y a... Très bonne nouvelle pour le sport belge. Ouais. Et une chose intéressante sur Barry Baltus, c'était Rémi Guyot qui racontait ça. Que en fait depuis qu'il est arrivé dans le team Fantic, il se dit que le souci peut pas venir de la moto parce que c'est une moto qui est capable de jouer tout devant et donc en fait il garde le même réglage quasiment pour tous les grands prix, il change presque rien et il fait que travailler sur son pilotage, il fait que se donner à fond pour gagner et gratter encore les petits dixièmes et visiblement ça marche quoi. Ouais, c'est intéressant comme point. Et ça montre que ça marche peut-être pas pour les autres catégories, mais il y a beaucoup à gagner aussi, comme tu disais, et comme le fait Barry Baltus sur le pilotage, avant de perdre du temps dans les réglages, ou en tout cas de se consacrer une charge mentale trop importante aux réglages, qui sont pas forcément très indispensables pour finir sur le podium au final. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Steph ? Si, je suis d'accord. Bah, j'allais faire une blague, une vieille blague. Sur les réglages de Jules Cluzet de GMT. Mais je m'abstiendrai. Ouais. Regardez les copains quand même, hein, c'est ça. Cool. Mais non, mais je suis d'accord. Hein. Peut-être que c'est lui qui a raison. Hein. À un moment, avant de penser à régler le truc machin, déjà passe à ton pilotage. Et après tu verras la pression de pneus à 0,10, régler un petit peu de fourche, machin, mais... C'est intéressant de voir que ça marche même à très très haut niveau, que ça. En plus. Et c'est intéressant de montrer que ça marche à très très haut niveau et pas seulement pour les pilotes du dimanche au circuit Carole, parce que souvent c'est là, enfin quand on commence le circuit, je sais pas si des auditeurs qui ont essayé de s'y frotter avec une moto consacrée, mais on a tendance à vouloir se prendre pour un pilote et se dire, ça n'a pas été mon cas parce que j'ai pas eu le temps de le faire, mais de se dire je vais régler ma fourche, je vais régler ci, je vais me rouler plus vite. Déjà, tu fais des bonnes trages et tu prends les bons points de repère, tu peux gagner des secondes avant même de toucher à ta fourche. Plus qu'à se dire, j'ai mis un pot machin alors qu'il fallait un pot truc ou quoi. Oui, ou j'ai rajouté, j'ai réduit le pignon de sortie de boîte, j'ai rajouté une dent ou j'ai diminué une dent sur la couronne, enfin bref. Après, je pense que c'est un petit peu exagéré aussi de la part de Baltus de dire qu'il a touché à rien. C'est peut-être une façon de parler. Sûr. Je pense qu'ils adaptent quand même la moto, notamment sur la démultiplication, sur peut-être l'assiette de la moto. Sur la boîte de vitesse, comme tu dis, il y a forcément, tu roules pas de la même façon à Rérez ou à Borno, et effectivement. Et puis l'empattement, tout bêtement, l'empattement de la moto. Ouais. Mais ça montre aussi que il s'en tient à son pilotage et il veut pas se perdre, quoi. Mais après avoir parlé de Barry Baltus, je pense que c'est important quand même qu'on salue la victoire de Joe Roberts. C'est lui qui est arrivé premier. Bien sûr. Ça faisait longtemps qu'il avait pas gagné.
Et c'est mérité. Bon, il est un peu capable du meilleur comme du pire depuis le début de la saison. Et apparemment, il a rempilé chez American Racing Team. Mais moi, je trouve que ce serait pas non plus délirant de le voir monter en MotoGP. Il a eu la fenêtre pour aller chez Aprilia il y a longtemps maintenant. Il l'a pas fait. Mais il montre qu'il est meilleur pilote aujourd'hui qu'il était à l'époque. Ouais. Il est peut-être trop vieux pour devenir rookie en MotoGP, mais il y a quand même cet intérêt pour la catégorie maintenant sur le continent nord-américain, donc on sait pas ce qui peut se faire, quoi. Avec, comment ça s'appelle, Liberty Media, ils vont certainement pousser pour avoir des pilotes américains. Ouais. Et puis, non, Joe Roberts, il a fait une très belle course. Alors, c'était pas une course avec des bagarres en piste, c'était un mano à mano à distance. Il n'y a pas eu vraiment de dépassement et de redépassement et de redépassement. Mais il a réussi à faire un trou, à gérer les écarts, à jamais être trop inquiété, à en remettre quand il fallait pour pas que Balthus revienne sur lui. Et donc voilà, jolie victoire. Et c'était à Brno en 2020 qu'il avait fait son tout premier podium. Ouais, donc je pense qu'il aime bien le circuit. Et d'ailleurs, il avait fait son premier Grand Prix en Moto 2 à Brno aussi, en 2017. Ah waouh. Bon bah, décidément. Ah, ça lui porte... C'est un circuit qu'il aime bien, visiblement, effectivement. Avant de parler de Manuel Gonzalez, je veux tout de suite parler de mon chouchou Honju, si vous le voulez bien. Là, juste rapidement, effectivement, moi j'avais regardé, parce que je ne peux pas ne pas en parler, parce que c'est moi qui anime cet épisode, et que vous savez très bien que je suis pas objectif sur Denis Honju. Donc on va parler de Denis Honju, et donc ça a été un peu compliqué ce week-end pour lui, que je retrouve rapidement les résultats. Il nous fait 13e sur la course. Sur les qualifs, c'était très compliqué parce qu'il s'est pas qualifié en Q2. Il a fini 7e de la Q1. Donc week-end compliqué pour lui. Voilà, je voulais juste faire dire un petit mot sur lui si vous voulez être compatissant avec moi ou pas sur Honju pour cette semaine ou pas. Vous n'êtes pas obligé de dire un mot sur Denis Honju, hein, mais non. Non, d'accord, merci. Moi, il y a peut-être un truc à dire sur Honju et sur son frère aussi, mais c'est au niveau des rumeurs de transfert. Je sais pas si c'est intéressant, en tout cas. Vas-y. Chan Honju, c'est un nom qui revient pour un guidon chez Pramac en Moto 2. C'est pas sûr qu'il fasse le saut du paddock Superbike jusqu'en Grand Prix. Peut-être qu'il préfère un guidon en Superbike, justement. Ouais. Mais en même temps, il y a Kenan Sofuoglu qui essaye de placer Denise dans le team Pramac Yamaha Moto 2. On sait pas si ça va se faire, mais de toute manière, il faut libérer une place chez Agio parce que Rueda va monter du Moto 3. Effectivement, merci beaucoup Automne, et passons à Manuel Gonzalez, du coup un peu plus haut dans le classement. C'est peu de le dire qu'il finit sur le podium de cette course. Manuel Gonzalez, donc qui assure les points et qui consolide sa première place au championnat après les 0 pointés de Canet et Morera. Intéressant, un week-end intéressant pour lui, il a assuré les points comme je l'ai dit. Ouais, je sais pas s'il y a grand chose à dire sur Manuel Gonzalez ce week-end. Il était toujours là, mais il était pas spécialement au-dessus des autres non plus, donc c'est bien, c'est stratège, il prend des points au championnat et il accroît encore plus l'écart, quoi. Stéphane, sur Gonzalez, quelque chose? Non, pas forcément. Après, moi, j'aurais plutôt parlé d'Olgado, mais... Vas-y. Ouais, qui fait encore un très beau résultat. Il se classe 4e. Ouais. Et c'est sûr qu'on aimerait maintenant le voir monter sur le podium, quoi. Vous pensez que ça va arriver vite? Allez, prenons les paris. Ah bah, je pense que dès le retour de la trêve estivale, c'est podium pour lui, hein. Ah bah, on prend rendez-vous, Automne. C'est noté. Non, mais en tout cas, c'est sûr que c'est le meilleur rookie de la saison, de loin. Et ce serait chouette que ça arrive parce qu'il était tout le temps un peu éclipsé par David Alonso en Moto 3, sans être dans le même team. Maintenant, ils sont coéquipiers et il arrive à prendre l'ascendant sur David Alonso. Donc, ce serait bien que ça se concrétise par un podium. Bah, il était surtout inconstant, je trouve, en Moto 3. Il était très bon, après il redescendait, après il redescendait. Que là, il monte plus, enfin, il part pas de haut, il part de bas, il monte linéairement et vers le top, et quand Moto 3 était de suite au top, et au fur et à mesure de la saison, il s'effondrait. Là, il fait un peu la courbe inverse.
Ouais, et puis bah après c'est une autre discussion, mais en Moto 3, je pense que il était toujours aussi dans le groupe de tête quand même, mais il se faisait avoir au dernier tour, alors qu'il y a des pilotes qui sont très très forts pour être très bien placés et faire le dépassement qu'il faut pile au moment pour pas être rattrapé. Bonne course de Vietti et Guevara aussi pour les speed-up. Ouais. Par Ah ouais, contre, ça fera- Arbolino et Lopez, eux, sont loin derrière et traversent une sale période. Tu veux commencer par parler de Vietti et de Guevara? Ouais, bah Vietti, ça fera plaisir à Ophélie, il a fait une bonne C'est course. Il est pas sur le podium, mais il a fait une bonne course. C'était cool de le voir se battre. Du coup, on l'a vu à l'écran, ce qui est pas toujours le cas. Oui, ce qui est loin d'être le cas cette saison, malheureusement. Et puis Issan Guevara aussi, c'est très bien parce que il construit et ça a du sens, je trouve, sa progression. Alors qu'avant, il avait l'air un peu perdu. Et ouais, c'est pareil, on attendait plus Tony Arbolino dans le team que Guevara, mais au final, Guevara, il s'y prend très bien. Et je pense que pareil, dans pas longtemps, il montera peut-être sur le podium. Le rendez-vous est pris aussi. À noter que, du coup, je l'ai dit, mais Arbolino et Lopez, ils sont loin derrière, donc ils traversent une sale période. Et Lopez, il est pressenti chez Grésini Moto 2 l'an prochain. Il va falloir un peu... Ouais, sur une Calex. Ouais, sur une Calex. Et ce serait la première fois qu'il roulerait sur une Calex. C'est vrai. C'est vrai, et ça va peut-être lui permettre de faire mieux. C'est horrible ce que je dis, mais non, c'est un peu compliqué, ouais. En course, il était pas si loin, hein. Il était dans le top 10, aux portes du top 10. C'est juste qu'en fin de course, il a complètement perdu pied. Mais oui, il se fait battre de toute manière par Vietti. Il est jamais la meilleure speed-up. Et ça peut que lui faire de bien de changer d'air, je pense, et d'aller sur une Calex. Ouais, Lopez, il est 14e au classement général, provisoire, entre Holgado et Guevara. Donc, bon, alors c'est pas des noms ridicules, hein, mais 14e, c'est clair que... Mais Il en regarde, faut, hein, il des est 14e. à quelle place, Ortola? Ortola, il est 18. Moi, je oui. pensais qu'il était devant, mais c'est pas... Il est 18. Et devant, il y a Onju, hein, de toute façon, évidemment. Il est 6e. Bien, bah, je crois qu'on a fait le tour du Moto 2. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter éventuellement? Non. Alors passons au MotoGP avec quelques infos importantes avant de parler du week-end. Chantra qui est toujours convalescent, il est remplacé par Nakagami. Morbidelli, il ne participera pas au Grand Prix touché à l'épaule en sprint en Allemagne, mais il est quand même présent dans le paddock. Le retour enfin de Jorge Martin, conférence spéciale donnée le jeudi. Vinales est absent, il est remplacé par Paul Espargaro de chez Tech 3 KTM. Bastianini, il fait son retour également, c'était apparemment une grosse intoxication alimentaire après avoir mangé du poulet. Et Augusto Fernandez est en wildcard pour Yamaha. Passe en Q2 Pecco et Raúl Fernandez. Et claque la pole, Pecco Bagnaia, suivi par Marquez et Fabio Quartararo qui complète la première grille. Zarco se qualifie 9e. En sprint, victoire de Marc Marquez devant Pedro Acosta et Bastianini. Bezzecchi est au pied du podium. Quartararo fait une belle 5e place et Zarco est 8e. En course, on a victoire de Marc Marquez suivi par Bezzecchi. Acosta complète le podium. Bagnaia est 4e. Raúl Fernandez est 5e. Belle 5e place pour ce pilote. On va reparler évidemment. Quartararo est 6e, Martin 7e. Au championnat, on a toujours évidemment Marc Marquez en tête avec 381 points. Ça commence à se cumuler avec 120 points d'avance, s'il vous plaît, sur le deuxième Alex Marquez. Bagnaia complète le podium provisoire avec 213 points, 168 points de retard sur Marc. Et Bezzecchi est passé à la 4e place du championnat provisoire. Par quoi voulez-vous qu'on commence? Est-ce que vous voulez qu'on commence par les problèmes de pression? J'allais dire, on peut commencer par la sprint. L'instant problème de pression, on n'a pas de Ouais. jingle pour ça, mais je pense qu'on va commencer par ça effectivement. Qui veut commencer? Peut-être nous rappeler un petit peu de contexte pour commencer. On peut dire, c'est que en course sprint, Marquez qui prend vite le large, il est suivi par Pecco Bagnaia, et il y a un moment où Bagnaia ralentit pour se laisser passer par, bon, je sais plus quel pilote, pour prendre une roue, donc on comprend
qu'il doit avoir un problème de pression parce qu'il commence à prendre des roues pour faire monter en température le pneu avant, et Marc Marquez le tour d'après il fait la même chose. Donc on se dit bon, peut-être que les ingénieurs chez Ducati qui sont en charge de gonfler les pneus, ils ont peut-être un peu déliré. Donc en fait après la course, on comprend que pour Marquez, la pression des pneus en effet avait été basse parce qu'ils avaient pensé que la piste chaufferait plus, ce qui n'a pas été le cas. Et pour Pecco Bagnaia, c'était apparemment un problème de sonde. Sa pression était bonne, mais elle lui envoie une mauvaise information, et du coup il a dû lâcher l'effort pour se laisser passer pour faire monter en pression un pneu qui avait pas besoin de monter en pression. Sachant que le problème de pression sur la sprint en tout cas a eu beaucoup plus de conséquences pour Pecco, parce qu'il a eu beaucoup plus de difficultés après à rester dans le paquet que Marquez. Bah, c'est normal. Si son pneu avait trop monté, du coup il avait dû avoir un problème de pneu avant. Ouais. Vu que lui pour le coup il avait pas de problème, c'était que les capteurs qui envoyaient une mauvaise info. Exactement, et d'ailleurs au début on savait pas trop ce qui était arrivé à Pecco parce qu'on l'a vu dégringoler au classement, et c'est qu'après qu'on a compris qu'il s'était arrêté pour laisser passer Acosta, je crois. Oui. Ouais. Donc est-ce qu'on va vraiment rediscuter de cette règle débile? Non, pas de la règle débile, course, peut-être pas, mais par contre, du fait que ça tue totalement le spectacle et que ça donne une course complètement absurde, Ouais. parce que là, il y a 2 pilotes qui 2 fois doivent faire le même move de on gare la moto vraiment et on se laisse dépasser par l'autre pour qu'il nous serve de couverture chauffante sur roue, quoi. C'est ça. Surtout que Marquez avait quand même 3 secondes d'avance sur le second. Ah, mais tu le vois Donc, il a flâner, vraiment ralenti, lui. c'est dingue, hein. Ouais. Ah, il s'est arrêté, hein. C'est un truc de ouf. Et après, c'est une question de chance aussi, ou alors de clairvoyance, je sais pas, mais en tout cas, Pecco, quand il se laisse dépasser pour faire monter son pneu en température derrière quelqu'un, après, en fait, il arrive plus jamais à reprendre le dessus, parce qu'il se fait dépasser par 2-3 personnes, et c'est terminé. Alors que Marquez, il laisse juste Acosta passer, il y avait un petit peu plus d'écart aussi, mais il laisse juste Acosta passer, il le talonne, et juste au bon moment, à un tour et demi de la fin, il le redépasse, et terminé, quoi. Ouais, à l'endroit du circuit où il a fait tous ses dépassements d'ailleurs, au virage 3 de mémoire, sur le pif-paf. Assez impressionnant d'ailleurs, la façon dont il trouve le trou de souris et qu'il y va. À noter que sur la sprint, on n'a que 2 Ducati dans le top 8. Ce qui est intéressant, les KTM, elles étaient en forme, on va peut-être en parler de KTM tout à l'heure. Alors, voilà, que 2 Ducati dans le top 8. Marquez, le Marc Marquez en tout cas, lui, c'est toujours la valeur sûre pour les week-ends, hein. Enfin, on sait pas trop quoi dire à part que il va être champion du monde. Et la deuxième question qui suit, c'est pour combien d'années encore supplémentaires? ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que cette année, Marquez, il fait un peu une course comme s'il était chez Honda, parce que tu te rends compte, pour le coup, cette année, que les Ducati, quand même, marchent moins bien que les années d'avant. En tout cas, les motos de cette année, les Ducati 25, parce que, Bagnaia a quand même du mal à la faire marcher. Di Antonio, il a du mal aussi. T'as les Ducati 24 qui sont pas trop mal, mais c'est sûr que je trouve que depuis deux courses, c'est vrai que les Ducati, on sent que derrière ça pousse, quoi. T'as les Aprilia qui reviennent, t'as les KTM, Acosta qui fait quand même un bon week-end, un week-end solide, et c'est bien de voir d'autres constructeurs que Ducati aux avant-postes. Après, dans le top 7 au championnat, on a que 2 noms Ducati, hein. On a Bezzecchi avec son Aprilia 4ème et Acosta 7ème avec la KTM. Ouais, oui, mais je trouve que depuis quelques courses, en tout cas, ça s'inverse un petit peu, la ça tendance. s'est un peu rééquilibré. Après, le championnat, c'est sûr, ça reflète toute la saison depuis le début là, mais on voit que KTM et Aprilia arrivent à refaire leur retard. Alors, c'est peut-être pas sur tous les circuits, mais en tout cas, c'est encourageant parce que là, on se demande même si la Ducati est toujours la meilleure moto par rapport à l'Aprilia, par exemple. C'est ce que je me disais, ouais. Ouais, Bezzecchi, merci pour la transition automne, mais du coup, gros week-end de Bezzecchi, qu'on a même cru capable de gagner cette course du dimanche pendant un petit moment. Très beau week-end, hein, globalement. Un petit mot sur Martin, qui fait quand même une pas du tout ridicule 7ème place le dimanche. Pour un pilote qui revient, c'est impressionnant quand même.
Ouais, il marque des points à la fois en sprint et en course longue. Et c'est ce qui nous fait dire aussi que l'Aprilia, ça doit être vraiment des progrès de la moto. Parce que Raúl Fernandez, il a fait un super week-end. Ouais. Bezzecchi fait un super week-end, et Bezzecchi, de toute manière, c'est le chef de file du team Aprilia, et il a dû prendre en charge le développement de la moto sur ses épaules alors qu'il la connaissait pas. Parce qu'au moment où il fallait faire les choix, Raúl Fernandez était blessé et Martin était blessé, il y avait que Ayogura. Donc c'est le chef de file, malgré tout, les autres pilotes s'en sortent très très bien avec la moto, et c'est pas un hasard si Jorge Martin, il fait un très bon week-end en revenant. Si c'était une moto qui était très dure à prendre en main et qui avait du Comme une retard Honda, sur par les exemple. autres, peut-être qu'il s'en serait pas aussi bien sorti d'entrée de jeu, quoi. Non, c'est clair, c'est vraiment intéressant ce progrès de l'Aprilia. Et je pense que l'Aprilia peut encore plus progresser, c'est-à-dire que Martin, il finit 7ème, c'est ça, si j'ai pas de bêtises sur cette course, Ouais. en connaissant pas la moto. Bon, tu te dis que d'ici peut-être 5-6 courses, il pourra peut-être jouer top 5, podium. Hein. Oui, après, il a quand même fait le test exceptionnel qui est prévu pour un retour de blessure, donc il a pas non plus 0 km sur la moto. Ah mais c'est quoi, c'est 60 tours, c'est pas 600 tours, Ouais, hein, c'est pas ouais. beaucoup non plus. Hein. Et aussi, Non, mais ce cette moto, elle marche bien. ce qu'il fallait noter, pardon, c'est que pour la course sprint, Bezzecchi, il a eu un contact avec Quartararo au début de la course, et du coup, il lui manquait un aileron avant, un des deux, un côté de la moustache. Ouais. Et ça a dû le gêner. Il a quand même fait une très belle course sprint, il termine 4ème. Mais sans ça, il aurait peut-être été capable de jouer à armes égales avec Bastianini. Après, on avait déjà constaté avec, je crois, Alex Marquez qui avait aussi perdu la moitié de son aéro. Je sais plus si c'était en Thaïlande. Il avait perdu son aéro et il avait fini P2 quand même. Donc on a l'impression que c'est... On se demande si c'est vraiment utile cet aéro. Ça s'appelle des gains marginaux. C'est ça. Ouais, Fernandez, peut-être revenir sur Fernandez du coup, qui nous fait P6 en sprint et P5 en course. Comme ça rejoint ce que tu disais, ce que vous disiez d'ailleurs tous les deux, Auton et Stéphane, sur la performance de cette moto Aprilia. À noter quand même, hein, parce que c'est un résultat vraiment intéressant pour lui. Oui, après Fernandez, à chaque fois qu'il se retrouve un peu dans une situation compliquée ou défavorable par rapport au contrat de l'année à venir, il est obligé de se montrer, et c'est peut-être ça qui le motive à en donner encore plus. Mais là, il est un peu sur la sellette, et donc il s'est dit, et c'est bien, ça coïncide avec un moment où il fait des super courses. Gros week-end aussi pour KTM, du coup, Acosta qui nous fait, j'allais dire enfin, un week-end solide, à l'image, j'allais dire, merde du rouge, j'ai raté son nom, de Munoz un peu en Moto 3. Il nous fait un beau week-end Acosta. Je sais pas si vous avez eu la même sensation que moi, mais quand il se bagarre en tête, on se demande juste à quel moment il va se bourrer. Et là, ce week-end, il a tenu et il fait 2 beaux podiums. Non, mais ça fait plaisir parce que là, il montre que c'est l'Acosta qu'on attend, c'est l'Acosta prometteur que tout le monde nous vendait, et c'est cet Acosta-là qu'on veut voir tous les week-ends. Alors c'est sûr que... Alors, est-ce qu'il a été motivé parce qu'il y avait toute la direction de KTM dans le box ? Est-ce que ça lui a mis un petit peu de pression à Acosta ? Ou est-ce que c'était la piste ? Ou est-ce que tu vois, enfin, il prend la mesure de son statut ? En tout cas, c'est sûr qu'il a fait une belle course. Bastianini aussi, il a fait un super week-end, sauf que bon, il a un peu trop poussé en course du dimanche, et malheureusement, il est tombé. Il se battait aussi pour le podium sur le dimanche. Ouais. Et, dommage pour lui. Et il nous a fait un gros crash, on a eu peur, à un moment, mais en voyant la moto encastrée dans les airfields, mais au final, ça s'est relevé tout de suite, et ça n'a pas eu de conséquences physiques, heureusement, mais ouais, très beau week-end aussi de sa part. Dommage que ça se finisse par un résultat blanc sur la course, effectivement. Mais là où je suis content, là où c'est quand même pas mal pour KTM, c'est que tu vois, la moto, t'as l'impression qu'elle marche quand même pas mal. Ouais. Et tu te dis, ils ont quand même peut-être fait un peu les fonds de tiroir pour sortir un peu de budget pour la faire évoluer, cette moto. Ouais, et ce week-end, il était vraiment intéressant sur le côté fin de domination un peu majeur de Ducati, et l'arrivée de plusieurs KTM en même temps. Encore une fois, Aprilia qui fait un bon résultat avec Bezzecchi, mais aussi
mais aussi Fernandez qui est pas loin et Martin le dimanche qui fait top 7. Donc ça se profile bien pour le pour la deuxième partie de saison en tout cas. Ouais, ça commence à être vraiment intéressant. Bon, sur la P1, je pense à la place finale, première place finale au championnat, il y aura pas trop de suspense. Mais sur podium top 5, ça va être intéressant à suivre en tout cas. Ouais, juste pour terminer sur le sujet des KTM, en fait, c'est à se demander ce qu'aurait été capable de faire Vignales, parce que c'est Vignales qui leur permettait de sortir la tête de l'eau, de garder la tête hors de l'eau depuis le début de la saison. Et là, il est blessé, il peut pas rouler ici, alors que c'est un circuit où il était fort et où les KTM sont très fortes. Et mine de rien, Paul Espargaro qui le remplace, il marque le point de la 9e place en sprint et il est 9e aussi en course longue. Donc toutes les KTM marchaient bien, sauf Binder, ça c'est l'énigme. Mais Binder il fait top 8, mais c'est vrai que c'est pas un résultat ouais, non, mais Binder en très sprint, satisfaisant quand il termine Acosta est derrière troisième. Paul Espargaro, ça la fout mal quand même un peu. Ouais. Et Vas-y. pour les KTM, Bastianini expliquait que comme il a jamais roulé à Borno en MotoGP avec une Ducati, du coup il avait pas les mauvais réflexes datant de l'époque où il roulait sur une Ducati. Et c'est peut-être ça qui l'a aidé à extraire un peu plus de performance de la KTM. Parce que c'est quand même très 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 dur de se défaire d'un style de pilotage et de réflexes qu'on a comme par rapport au mode d'emploi d'une moto quand on passe à une autre. Et donc c'était très intéressant qu'il explique ça, que c'était le seul circuit où il a pu piloter sans avoir de choses précédentes qui lui parasitaient un peu la tête. Et sans se battre contre la moto, ce qui est toujours fait jamais gagner de temps de se battre contre la moto. Passons aux motos japonaises, en commençant par Honda, avec un petit mot pour Mir. Hein. On aurait pu se moquer en se disant il s'est bourré encore ce week-end, mais pour le coup en course c'est vraiment un manque de bol, il se fait carrément percuté par Alex Marquez. Alex Marquez qui perd l'avant en essayant de le doubler de façon un peu kamikaze, hein, on va pas se mentir. Ouais. C'est dommage parce que pour lui, hein, parce que il avait fait quand même un week-end assez intéressant, Joan Mir. Oui, il était direct en Q2, il a fait une bonne qualif. En sprint, bon, il tire tout droit, enfin, il prend le virage très 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 large et il se retrouve tout derrière, c'est dommage, mais c'est un peu le risque aussi des courses sprint. Et pour la course longue, il était vraiment dans le rythme, il était 5e, je crois, quand il s'est fait accrocher par Alex. Ouais, 5 ou 6e, ouais, top 5, ouais. Et donc c'est dommage parce que quand il tombe tout seul, ok, c'est de sa faute, mais il y a plein de fois où il se fait sortir par d'autres et il a pas besoin de ça, quoi. Non, ça, je suis d'accord. C'est vrai qu'on dit qu'il tombe beaucoup, mais c'est vrai que beaucoup de fois il se fait percuter. Mais après, c'est le problème, quand t'es dans le paquet, t'as plus de risque de te faire percuter que quand tu joues les avant-postes. Bah ouais, mais là, il était 5e, il se fait percuter quand même, tu vois, enfin... Bon, ouais, c'est Alex Marquez, après, qui... Au niveau, pour le titre de chat noir MotoGP, ça se joue entre Joan Mir et puis Miguel Oliveira, hein. Ouais, c'est sûr. Mais je crois que Joan Mir, il va quand même gagner. Là, son avion, il a été annulé après. Mais par contre, Oliveira, il s'est fait sortir par Fermin Aldeguer, je crois. Ouais, il me semble aussi, ouais. Donc, ça se joue. Ils se battent bien. Ils veulent avoir un titre à la fin de l'année, quoi. Continuons à propos d'Honda sur Zarco, qui fait du coup 8e sur la sprint et sur la course. Voilà, je l'ai plus en tête, mais qui fait la 13e, un peu plus compliqué sur le dimanche. Et mauvais choix de pneus. Et mauvais choix de pneus, qui part aussi en tendre du coup, au lieu de prendre les médiums comme tous les autres. Bon, il avait gagné sur un choix de pneus fantastique au Grand Prix de France, ça peut pas marcher à tous les coups. Non, oui, c'est ça. Il fallait tenter peut-être. Ouais, ça se tentait. Il était trop optimiste, je pense qu'il s'est dit j'ai un style coulé, je peux partir en soft, mais non, finalement même ton style coulé pour les softs, il fonctionnait pas aujourd'hui. Ouais. Voilà, passons à Yamaha, du coup. Peut-être sur Honda, Luca Marini quand même. Bon, petite parenthèse sur Taka Nakagami, parce que on l'a pas vu longtemps, il s'est fait sortir par Augusto Fernandez en sprint et rupture du ligament croisé, je crois, du genou.
Donc un Ouais, peu la ça va même être blessure compliqué que Chantra qui est remplacé. Ils vont devoir sortir Bradle de sa retraite. C'est ça. Non, et Ça puis va être pour... compliqué pour lui, du coup, pour les 8 heures de Suzuka. Ah, je sais pas aussi. s'il était censé y rouler. Il était pas censé y rouler, il me semblait que oui. T'as sûrement raison, alors. Ouais. Bah vas-y, continue, pardon. Et Luca Marini, sur- Luca Marini, sans faire des exploits comme la semaine dernière au Sachsenring, il finit quand même 12e en course. Et puis en sprint, je pense qu'il a pas pris de points par contre. Non, en sprint 15e. Bon, un week-end un peu moins bien pour Marini, mais il a été prolongé d'1 an dans le team usine HRC. Yes. Et bon, Non, après mais, son crash c'est à pas Suzuka, déconnant, je hein. pense que c'est mérité quand même. Parce que il a montré qu'il donnait beaucoup de sa personne et ça aurait été moche de le virer alors qu'en plus il s'est explosé à Suzuka en essayant de rouler pour Honda. Ouais. Un mot sur Honda, Stéphane? Non, non, je suis Vas-y. correct avec ce qu'il dit. Bon, Luca Marini, c'est sûr que pour son retour, il a fait une belle course. Maintenant, voilà, on sait, Honda, Ouais, ça c'est reste compliqué. Ouais, il n'y a pas de petit miracle comme avec Aprilia et KTM, on a vu comme on a vu ce week-end pour Non. ces deux autres marques, ouais, ces deux autres constructeurs. Yamaha, pas de miracle non plus global. Non. De beaux top 6 pour Fabio quand même. C'est ça. Il y a que lui, en fait, pareil, qui fait un peu ce qu'il peut. Et qui montre un peu les couleurs de Yamaha, mais c'est tout. Quoi. Et Rins, ça commence à être problématique, non? Quand même. Et pas que lui. Ouais. Ça fait pas, vous allez me dire, ça date pas du Grand Prix de Tchéquie, mais Non, C'est quand c'est de l'extérieur comme ça, il y a des moments où on se dit il ferait mieux d'arrêter les frais et de profiter de leur vie quoi, parce que sinon ils vont se retrouver avec un corps complètement amoché pour le restant de leur jour et ce sera peut-être handicapant au quotidien quoi. ouais, sans parler du moral, hein, parce que en plus mentalement être en team usine et finir 15e du dimanche, ouais, ça doit être pénible à supporter. Il n'y a Quoi. pas que lui, hein. Miller, il est pas là, Oliveira, il est pas là. Enfin, il y a personne chez Yamaha. Enfin, je suis désolé, mais... En sprint, il finit 18, mais il s'était accroché avec quelqu'un en sprint, je sais même plus. Parce qu'on le voit tellement pas vu qu'ils sont derrière, mais... non, il finit à 4 dixièmes de Marquez, Alex Marquez, qui lui, pour le coup, a eu un accrochage. Ouais, bref. Après en course, Miller il finit quand même dans le top 10. Je trouve que Miller il montre des petites je sais pas, un éclat de brillance parfois et puis en fait ça part, ça s'évanouit tout de suite. Ouais, ou alors c'est vraiment très ponctuel Ouais, au moment c'est d'une course où par il est top intermittence, 5, quoi. Et puis il dégringole, ouais. Mais Non, en tout mais cas belle qualif de entre Fabio qui, enfin la Yamaha elle marche, a l'air de fonctionner avec Fabio en tout cas sur un tour. Après sur une course entière ça commence à être compliqué. Enfin, on a bien vu que Fabio essayait d'accrocher le top 3 sur en tout cas les débuts de course. C'était beaucoup plus compliqué à partir du 3e, 4e tour. Là, ça commence à dégringoler un peu. C'est compliqué à... Ça manque de vitesse, quoi. Enfin, globalement, ça manque de vitesse. Et puis Fabio, avec son pilotage, il peut faire des miracles pour combler les lacunes de la moto, mais les autres, ils y arrivent pas tellement. Et voilà, Ouais, il puis au faut bout d'un voir moment, les dans quel miracles, sens va le ouais. développement. Est-ce qu'ils vont faire le moteur V4 ou pas? Est-ce qu'ils vont le retenir? Fabio disait à un moment, et c'est peut-être un nouveau coup de gueule de Fabio sur Yamaha, mais il disait qu'il avait l'impression que tous les moyens étaient mis sur le V4 et que du coup ils arrivaient pas à avoir des solutions plus à court terme sur la moto qu'ils ont actuellement. Mais après ça coûte de développer une nouvelle moto, donc vraiment il faut qu'ils comprennent que l'argent ils vont le mettre sur une nouvelle moto qui marchera mieux que sur une bouse qui marchera pas. Le risque est énorme. Parce que de toute façon, une moto comme ça, elle marchera ni cette année, ni l'année prochaine. Dans 2 ans, il y a les changements de réglementation, donc autant mettre les moyens pour dans 2 ans. Ouais, c'est un risque. Hein. Ouais, mais après, c'est toujours pareil, Quartararo, il avait qu'à partir, il avait qu'à faire comme Marc Marquez. Hein. Il a dit, moi, je vais chez Gresini, j'ai pas d'argent, mais j'ai une moto qui me permet de jouer la gagne. Il avait qu'à faire pareil, Quartararo. Il a pris 10 millions, qui garde son argent,
Mais par contre, maintenant, au niveau sportif, tu sais sur quoi tu t'es embarqué. Ah, Moi, c'est pas fou, hein. je trouve que c'était assez admirable quand même de continuer chez Yamaha et je Ah pense non, pas c'est qu'il pas l'ait fait admirable. seulement C'est pour qu'il l'argent. il a aucun cran. Il a pas le cran de partir d'un confort pour aller dans une autre écurie avec des nouvelles façons de travailler, avec des nouveaux gens. Ah, moi, je trouve, au contraire, moi, je suis pas d'accord. Je sais pas, moi je C'est le ça trouve qui est très dur, c'est de dur parce partir de là où t'es de ton que... confort pour aller ailleurs, te mettre en danger. C'est ça qui est dur. Oui, mais en même temps, c'est Yamaha qui l'a amené ici, qui l'a sorti du Moto 2. Il leur doit beaucoup de choses et je trouve que c'est aussi une manière de rendre. Il a réussi à ramener la Yamaha en pôle, il a réussi à faire un podium, enfin... Non, mais quand t'as une moto comme ça, il a eu le choix entre, à mon avis, il a eu le choix entre aller ailleurs et prendre un gros chèque. Il a pris le gros chèque. Marc C'est Marquez un peu a été plus futé, hein. caricatural, je Il a pense. pas pris le chèque. Il est parti sur la bonne moto. Maintenant, il est leader du championnat du monde. Après, de toute manière, Marquez, il peut aller où il veut, on lui dit oui, et il a pas besoin de chèque parce que il a Oui, tellement c'est été clair. payé de toute sa carrière que... Oui, mais bon. Il a plus grand chose à prouver non Après, au plus, moment que enfin, tu sois payé, j'ai une bêtise, tu vois, 4 millions chez Ducati, n'importe laquelle Ducati, hein, ou 10 millions chez Yamaha, et au moment que tu gagnes 4 ou 10 millions, quand tu gagnes ça pendant 20 ans, ouais, ça va, t'es pas à l'usine. Oui, c'est sûr. Non, mais On- voilà, on il y a sait- des proportions on après, sait- tu vois ce que je veux dire. On sait pas ce qui s'est tramé derrière. Mais enfin, en fait, je suis un peu embêté parce que je suis à la fois d'accord avec toi, Stéphane, et en même temps, je te trouve dur parce que je peux t'entendre sur le côté. Peut-être qu'il a voulu. Après, c'est facile à dire a posteriori, parce que si la moto marchait maintenant, on le dirait pas, évidemment. Mais il y a sûrement eu un peu de flemme, entre guillemets, dans le sens. Je reste dans ma zone de confort avec une écurie que je connais, des gens que je connais, pour essayer de construire quelque chose sur cette base-là. Et en même temps, tout quitter, quand c'est clair que c'est pas facile. Et c'est d'autant moins facile quand ça marche pas, parce que tu sais pas si ailleurs ça va mieux marcher. Peut-être que s'il va chez Ducati, le Ducati lui ira pas, ou ce sera un problème de team ou de personne. Enfin, on a tous connu, j'imagine, différentes entreprises. Enfin, on sait très bien, juste à ce niveau-là, à combien ça peut se jouer sur un mec qui te pourrit la vie au taf. Là, c'est peut-être qu'il se serait pas entendu du tout avec quelqu'un de Ducati, et vu qu'il a pas, vu que c'est pas un Marc Marquez qui est plusieurs fois champion du monde et qui peut imposer un peu ce qu'il veut, et qui en plus, en imposant ce qu'il veut, montre des résultats. Bah, il aurait pu aussi s'enfermer et pas forcément récupérer le mieux qu'il pouvait dans une autre écurie. Donc Alors, voilà, je suis un si peu je suis dans le partagé raisonnement, sur, c'est-à-dire qu'il restera chez Yamaha toute sa vie. Il se lancera jamais de nouveaux challenges et de nouveaux défis, tu vois. C'est ça que... Bah oui, je vois Moi, ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Après, peut-être que Yamaha lui a donné des gages aussi sur le projet V4. Hein. Oui, c'est sûr, possible mais aussi. bon, quand tu sais que ta moto marche pas, tu sais en sport mécanique, une nouvelle moto, même une nouvelle voiture, hein, comme en Formule 1, c'est pas d'une année à l'autre que ta moto, elle va mieux marcher. C'est sur 2, 3, 4 ans des fois, et voire des fois jamais. Donc, Ouais, mais les sais- pilotes- Exactement, ça a été exactement du coup le raisonnement de Zarco, pour le coup, qui est passé chez Honda en essayant de construire quelque chose sur le long terme. Et en l'assumant en plus. C'est-à-dire en plus, là où je te rejoins, Stéphane, c'est que même dans le discours, il y a pas beaucoup de positifs, quoi, Bah non. de Fabio. En fait, t'as l'impression Et que le c'est mec là il est où là, c'est un mais peu juste parce qu'il faut déprimant. qu'il soit là, en fait. Ben, c'est Ouais. pas ça pour moi, c'est pas ça la bonne démarche. Ouais, je te rejoins. Mais Je te rejoins sur Je cette pense partie-là. je pense aussi que les pilotes, ils veulent être ceux qui ramèneront la marque sur le devant de la scène et que Quartararo, il veut être celui qui incarne le projet Yamaha en MotoGP et que il est en train de ramener la Yamaha aux avant-postes quand même. Enfin, Quartararo qui se bagarre pour être 4e, pour être en podium sur une sprint. L'année dernière, on aurait trouvé ça incroyable. Ouais, et en même temps, ça suffit pas, parce qu'à côté, t'as Rins qui fait P18 à toutes Oui, les c'est courses. sûr, Quoi. c'est sûr, mais en tout cas, en partant Le pauvre, il l'année est pas aligné. dernière, en partant quand il a eu l'opportunité de choisir, il aurait eu aucun impact sur le développement d'une moto pour C'est le vrai. nouveau règlement. Ouais, mais je pense que les pilotes, ce qu'ils veulent, c'est gagner immédiatement. Tu sais, les saisons passent, et c'est con, mais Quartaro, il a plus 20 ans. Hein. Donc, tu vois, l'horloge elle tourne. Et au moins, il y aura des petits jeunes qui vont arriver, qui auront plus faim, plus plein de choses. Et lui, il sera sur deuxième Attendez partie de que carrière. Dennis Il aura Johnson toujours pas arrive son en deuxième MotoGP. titre. Attends. Non, c'est vrai que... Les pilotes c'est- s'en fichent de ramener une marque. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la marque, il faut qu'elle performe l'année où ils y sont. C'est pas comme Zarco, il se dit, voilà, j'ai 35 ans, je m'en fous, la Honda, je vais développer ce que je veux. Tu vois, Marquez, il s'en fout de développer la Ducati, lui, ce qu'il veut, c'est gagner.
Oui, mais parce que Marquez, il est resté pendant hyper longtemps dans l'idée de rester loyal à Honda et de ramener la moto devant. Et quand il a vu que ça marchait vraiment, vraiment, vraiment pas, jusqu'à se mettre en danger c'était lui, dangereux, ouais. là, C'était il s'est dangereux, dit, bon, bah peut-être qu'il faut changer d'idée. Oui, mais il a pas mis 100 ans sans en apercevoir. Hein. Il Il s'est est resté gaufré. plus longtemps chez Honda que Quartararo chez Yamaha. Hein. Ouais, alors après, Marquez, c'est qu'il a moins roulé après. Enfin, sa deuxième vie chez Honda, il a quand même moins roulé que Quartararo, quoi. Parce qu'il a été quand même beaucoup blessé. Mais quand il est revenu, il a dit, la Honda, j'arrête, hein. Moi, je vais chez Ducati. Hein. Enfin. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, on s'est même un peu égaré du partagé sujet. nos points de désaccord. Pardon, j'ai pas entendu. Non, je pense qu'on s'est même un peu égaré du sujet du Grand Prix. Oui, c'est vrai. En tout cas, c'est la trêve estivale qui va commencer du coup à partir de maintenant, du coup à partir de fin de mois de juillet. On se retrouve pour le Grand Prix d'Autriche le week-end du 15 août. Et si vous vous ennuyez, n'oubliez pas les 8 heures de Suzuka, c'est le week-end du 3 août avec les participants notables de Zarco pour la team HRC et Jack Miller pour Yamaha. D'ici là, vous pouvez nous retrouver partout, vous le savez, Discord, X, etc., etc. Merci Automne, merci Stéphane, c'était un plaisir les amis. Merci à très tous les bientôt. deux. Merci. À bientôt. Ciao à tous.